Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue la poche action du portefeuille de Charles Gave, le fameux portefeuille antifragile. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer par la composition. Un petit mot avant de commencer. C'est pas du tout un portefeuille antifragile, parce que l'antifragilité c'est un concept qui a été développé par Nassim Taleb et qui se base sur l'achat d'options hors de la monnaie, de l'achat de put. C'est pas du tout ce que fait ce portefeuille. Et d'ailleurs il est volatile, il n'est pas antifragile du tout. Il va pas gagner en période de volatilité. Donc ceci étant dit, on va regarder la composition de ce portefeuille. On est sur en fait des entreprises du CAC 40. Le critère principal c'est qu'il n'y ait pas l'État au capital de ces entreprises. Donc ça reste quand même une bonne part d'actions possibles dans le portefeuille. Donc la sélection qu'on a c'est Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy, Danone. On va aller étudier ça quantitativement sur Coifin. Et voilà, je vous ai préparé la sélection avec, comme d'habitude, les différentes métriques qu'on va regarder ensemble. On a la market cap, capitalisation boursière, donc l'entreprise, son industrie, sa market cap, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, price earning et price to free cash flow, la valorisation par rapport au bilan, donc prix sur actif ou prix sur actif tangible, la rentabilité de l'entreprise avec le rendement des capitaux investis ou le rendement des fonds propres, l'endettement de l'entreprise avec la dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut les rachats d'actions, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour voir si le payout ratio est bien ce qu'il est en réalité, puisqu'on paye le dividende avec le free cash flow et pas avec les bénéfices nets. Donc on peut avoir un payout ratio faible, mais si les free cash flow sont bien plus faibles que les bénéfices nets, en fait le payout ratio est trop élevé. Allez, sans plus tarder, on commence par la revue de cette sélection. La première entreprise c'est LVMH, une market cap de 325 milliards de dollars US de market cap, on est dans le luxe. Quasiment 10% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça reste une forte croissance, c'est intéressant. Les multiples se sont quand même dégonflés pour l'entreprise par rapport à l'historique. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 13,5, un price earning de 25 et un price to free cash flow de 22. Donc les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets, donc on pourra utiliser plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Est-ce que c'est cher payé à ce niveau-là ? Je pense pas, vu l'historique de la boîte, avec la bonne croissance et la bonne gestion de Bernard Arnault, on est quand même sur une valorisation qui est pas si élevée que ça pour une belle boîte de croissance, de qualité également, puisqu'on voit qu'on est rentable, on est bien rentable, on est à 12,5 de rendement des capitaux investis sur LVMH, donc c'est pas si mal. Il y a un peu de dette, une fois la dette nette sur EBITDA, c'est rien d'inquiétant, il n'y a pas de rachat d'actions, on a un rendement du dividende à 2,15%, 2,16%, avec un payout ratio qui est légèrement moins élevé que ce qui est indiqué ici. Donc il y a de la place pour augmenter ce dividende, puisque les free cash flow vont continuer à augmenter, vu qu'il y a de la croissance, et qu'on a un payout ratio qui est pas au ras de, on va dire, en dessous de 50%. Donc c'est un bon ratio. Donc LVMH, moi je suis toujours positif sur ce titre, ça reste une bonne entreprise pour du long terme à garder un portefeuille. Alors oui, aussi Charles Gave conseille de faire des rééquilibrages dans ses portefeuilles. Au contraire, moi je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux laisser les entreprises qui performer jusqu'à ce qu'elles dépassent notre multiple cible, quitte ensuite à commencer à vendre en profitant de l'effet de momentum. Et les entreprises qui déçoivent, eh bien on les sort du portefeuille au bout de quelques temps. Donc ça veut dire qu'il faut aussi également de temps en temps avoir des idées autres que ce qu'on a en portefeuille, et donc on peut aller chercher d'autres idées, mais là il y a déjà un bon panel. On n'est pas obligé d'avoir 10 entreprises si on fait du stock picking, surtout si vous avez des ETF à côté, vous pouvez en avoir moins que ça en portefeuille et bien les connaître. Allez, on continue avec L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques, 204 milliards de dollars US de market cap, une croissance qui est moyennement élevée, enfin assez élevée on va dire, à 8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça reste bon, et les multiples sont quand même bien plus élevés que LVMH, alors que la croissance est un peu plus faible. On est à 20 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, 31 en termes de price earning, price to free cash flow c'est à peu près la même chose, 29,5. On a vraiment des capitaux investis qui est à 14,5, donc bonne rentabilité opérationnelle, c'est pas mal du tout, et il y a moins de dettes que sur LVMH à 0,4 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende à 2%, ce qui reste sympathique, pas de rachat, enfin peut-être un peu de rachat d'actions, puisque le rendement de l'actionnaire est légèrement plus élevé, mais rien de significatif, et équivalence free cash flow bénéfice net, donc le payout ratio est ce qu'il est indiqué ici, 55%. Voilà, on va avoir une augmentation du dividende, mais on va pas l'augmenter fortement, à mon avis, ça va correspondre à la croissance de l'entreprise, à part si le payout ratio commence à augmenter, mais ça va être peut-être dangereux. Donc L'Oréal, ça avait bien dégonflé sur la fin de l'année 2024, maintenant je pense que c'est un peu cher vu ce niveau de multiple. Total Energy, le leader français de l'énergie, du pétrole et du gaz, et même de l'énergie renouvelable maintenant, on est sur 52 milliards de dollars US de market cap, 2,1% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a plus de croissance sur ce secteur, le secteur énergétique
est complètement mature, en tout cas l'énergie traditionnelle, donc on s'attend plus à avoir de la croissance, c'est normal. Le multiple reflète également ce niveau de croissance, on est à 4,3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, à moins de 10 en price earning et à moins de 10 en price of free cash flow, même à moins de 9. Donc là on est sur de la value, Total Energy, ça rend du cash aux actionnaires, on est plus sur une forte croissance. On a un rendement des capitaux investis qui est tout à fait honorable pour le secteur activité à 8,5, avec un peu de dette, 0,6 fois la dette nette sur EBITDA, c'est rien d'important, et un dividende qui est très intéressant, et des rachats d'actions encore plus intéressants. Donc, 6% quasiment de dividende, un dividende qui est payé trimestriellement, des rachats d'actions assez massifs, puisque en rendement de l'actionnaire, on est quasiment au double du dividende, donc là-dessus, excellent retour à l'actionnaire. Le payout ratio est pas trop élevé, donc 51%, c'est-à-dire qu'on a 51% qui est réservé au dividende, le reste ça va aller en rachat d'actions, et avec des free cash flow équivalents bénéfices nets, c'est excellent. Total Energy, c'est une superbe société, que ce soit investisseur value, que ce soit investisseur rentier. Donc pas mal, Total Energy. Ensuite, Schneider Electric, on est sur l'électrification, les data centers, les solutions électriques, etc. 141 milliards de dollars US de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 19 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 32 fois le price earning, 30 fois le price of cash flow. Là, on est quand même très cher. Vu la croissance, on est encore plus cher que L'Oréal. On est encore plus cher on est aussi cher que L'Oréal. On est plus cher que le VMH. C'est quand même un peu tendu. 10,4 en termes de rendement des capitaux investis. Donc ça, c'est pas mal. Valeur d'entreprise de dette nette sur EBITDA, 1,2 fois. Donc on n'est pas trop endetté. C'est bien. Un rendement de dividende qui est à 1,68%, un rendement d'actionnaire qui est à 1,50%. Donc il y a de la dilution sur Schneider Electric, ça c'est un peu dommage. On pourrait racheter des actions, surtout qu'on a de la marge, vu que le payout ratio est à 46%, un peu moins en termes de free cash flow. Donc on pourrait racheter des actions à ce niveau-là. Mais peut-être que la valorisation ne le justifie pas. Donc on pourrait à la rigueur augmenter un peu plus le dividende sur Schneider Electric. Maintenant, le rendement est un peu faible parce que l'entreprise est chèrement valorisée. Air Liquide, on est sur le leader mondial des gaz industriels, 111 milliards de dollars US de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans, ça commence à être un peu faiblard pour Air Liquide, et surtout vu les multiples qu'on a en face. On a 15,7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est un peu élevé, 32 fois les price earnings, 38 fois les price of free cash flow. Donc attention, là c'est charmant valorisé, il n'y a pas beaucoup de croissance. Un rendement des capitaux investis qui est à 9,7, c'est quand même pas mal. Un peu de dette, 1,4 fois la dette nette sur EBITDA, rien d'inquiétant, on est sur 1,86% de rendement du dividende, 1,80% rendement de l'actionnaire. Donc il y a un peu de dilution, ça c'est les actions gratuites que l'on obtient quand on est investisseur depuis plus de 2 ans. Free cash flow légèrement moins élevé que les bénéfices nets, donc le payout ratio est plus proche de 60%. Air Liquide, pour moi c'est trop cher à ce niveau-là. Alors à mon avis, il vaut mieux rester à l'écart. Danone, on est sur le leader français de l'agroalimentaire, 50%. 52 milliards de dollars US de market cap, 1,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas terrible, il n'y a plus de croissance chez Danone. Le multiple reflète cette croissance, quoique, on est à 13,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est un peu élevé pour ce niveau de croissance, 24 fois les price earnings, pareil, c'est un peu élevé, mais en price of cash flow, on est à moins de 17. Là, c'est un peu plus raisonnable, et en plus, je pense qu'il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, qui est plutôt en phase de désinvestissement, qui a plutôt des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, et donc du coup des dépenses en capital à mon avis moins élevées qu'auparavant. Donc Danone, défensif, fonds de portefeuille, mais rien de fantastique. Il y a un peu de dette en plus, 2,2 fois la dette nette sur EBITDA, ça commence à être un peu lourd en termes de frais financiers. Un rendement de dividende qui est à 3%, donc ça sauve le dossier, mais il y a un peu de dilution vu que le rendement d'actionnaire est à 2,6% et le payout ratio est élevé à 67%. Danone, c'est pas très qualitatif. Franchement, à ce niveau-là, je pense qu'il y a mieux à faire. Danone, c'est pas du tout qualitatif. Capgemini, on est sur le leader français des ESN, des services numériques, on est sur 27 milliards de dollars US de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas mal, une bonne croissance sur Capgemini quand même, et des multiples tout à fait doux, on a 9,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher, 16,1 fois les price earnings, mais 12 fois les price of free cash flow, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc à mon avis là on est pas cher payé, Capgemini ça peut être intéressant quand même à ce niveau-là. On a un bon rendement des capitaux investis à 10%, donc ça c'est vraiment pas mal, et un peu de dette, une fois la dette nette sur EBITDA, rien d'inquiétant. Un rendement du dividende à 2,3% et des rachats d'actions excellents parce que le management sait que l'action est quand même sous-évaluée et donc rachète ses actions pour les annuler, ça c'est vraiment bien. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets avec un payout ratio qui est en réalité plus proche de 25 à 30%. Donc
Capgemini, à mon avis, c'est un bon dossier à ce niveau-là, vu les multiples et vu la croissance qu'il y a eu dans le passé. Donc là, on a un bas de cycle, hein, c'est pour ça que le marché n'en veut pas, mais elle est vraiment qualitative, cette entreprise, et en plus, on pourrait ne pas la payer très cher à ce niveau-là. Pernod Ricard, on la suit sur la chaîne. Maintenant, je détiens plus qu'une seule action de l'entreprise pour pouvoir la suivre, mais bon, j'en ai fait les frais, ça a bien baissé. 26 milliards $ US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5%. Attention, il y a beaucoup de croissance externe hein, sur Pernod Ricard, on est quand même sur un secteur qui est mature en réalité. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 11,5, un price earning et un price to cash flow qui sont à 23. En fait, c'est encore un peu cher payé. Le problème sur Pernod Ricard, c'est que il y a beaucoup de dettes en fait. Alors, Coifin nous l'affiche ici à 2,8 fois les dettes sur EBITDA. Il me semble qu'on est plutôt à 3,5 fois dans le dernier communiqué de résultats. Donc c'est un peu il faudrait attendre que le dividende soit coupé parce qu'en fait vous voyez le dividende il a un payout ratio de plus de 100%, ce qui n'est pas raisonnable. Il y a un rendement de dividende à 5%, oui, mais il est payé à crédit. Il y a un peu de rachat d'actions, oui, donc là par contre les rachats d'actions c'est pas bête vu que la valorisation est un peu basse par rapport à l'historique, mais voilà, on regarde le rendement des capitaux investis, on a 7% max, c'est pas fantastique hein. Bon, Pernod Ricard c'est malheureusement un dossier sur lequel je me suis trompé et il vaut mieux en être à l'écart pour l'instant, attendre qu'au moins il coupe le dividende, ce qui fera encore baisser l'action vu qu'il y a encore à mon avis des actionnaires qui sont là pour le dividende, et puis qui se désendettent un petit peu, et là on pourra revenir sur l'action qui est quand même qui commence vraiment à être en bas de cycle. Pour l'instant à mon avis c'est un peu trop tôt. Accor, le leader français de l'hôtellerie, on a 11,4 milliards $ US de market cap, 6,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est vraiment pas mal hein. Alors il faut voir, je pense que c'est surtout par acquisition hein, Accor. Des multiples qui sont pas trop élevés. On a 10,7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça va. On est à 19,7 fois les price earnings, 20 fois les free cash flow. Ce sont des niveaux moyens, on va dire, pour une large cap, en fait, de valorisation. Surtout la valeur d'entreprise sur EBITDA qui est pas trop élevée. Rendement des capitaux investis, c'est un peu faiblard à 6%. Mais c'est à mon avis le secteur qui vaut ça aussi, hein, qui est très intense, qui est très gourmand en capital. Une croissance, un rendement du dividende à 2,9%. Et un rendement d'actionnaire à 5,3%. Donc ça veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Ce rendement d'actionnaire-là, il est quand même très très intéressant. Hein. 5,3%, c'est pas mal. Hein. Free cash flow à peu près équivalent au bénéfice net. Donc le payout ratio, il est à ce niveau-là, 55%. À mon avis, le dividende ne va pas augmenter beaucoup plus, mais à ce niveau-là, avec la rachat d'actions, on est quand même pas si mal sur Accor. Hein. Donc ça, c'est un bon petit dossier, à mon avis, fonds de portefeuille. Sodexo, le leader français donc avec Elior, de la restauration collective. On est sur presque 10 milliards $ US de market cap, il n'y a pas de croissance chez Sodexo, 1,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, valeur d'entreprise sur EBITDA de 8, donc c'est pas cher payé, hein, c'est un des dossiers les moins chers de la liste, avec Total, on est à 12 fois les price earnings et à 9,1 fois les price to cash flow. C'est pas cher. Sodexo c'est pas cher. Rendement des capitaux investis à 8,4%, c'est honorable, hein, après on est dans le service, donc il n'y a pas beaucoup de capital, hein, mais ça reste quand même honorable hein, comme niveau de rendement. Toutefois, on est sur 2,5 fois la dette nette sur EBITDA, ce niveau est un peu élevé, au-delà de 3 c'est trop dangereux. Donc là on est quand même proche de la limite, donc attention, il faut voir ce que fait le management, est-ce qu'il va prioriser le désendettement. Un rendement du dividende à 4,3%, donc ça c'est intéressant, un rendement actionnaire à 16,3%, à vérifier, hein. Ça me semble quand même très élevé, hein, donc ça il faut le vérifier, mais il doit y avoir des rachats d'actions massifs chez Sodexo, hein, à mon avis. Hein. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, attention le payout ratio est beaucoup trop élevé, mais ça veut dire qu'il y a un bug quelque part à mon avis, hein, donc soit ponctuellement on a des bénéfices qui sont très bas parce que situation ponctuelle, on a fait une dépréciation, il y a de l'exceptionnel, mais alors pourquoi les free cash flow également sont bas, donc, à vérifier. Donc si on reste sur ce niveau de payout ratio, c'est pas du tout soutenable de continuer à verser un dividende, donc ça il faut bien faire attention sur les rachats d'actions et les rendements sur le dividende pour Sodexo, vérifier que en fait c'est soutenable. Bah. Allez, dans cette liste-là, qu'est-ce qu'on va garder ? On va garder LVMH, excellent, bonne qualité, il y a de la croissance, les multiples sont bradés par rapport à l'historique. On va garder Total Energy, évidemment, on est très décoté, en plus il y a la prime spéculative sur la cotation aux États-Unis, à New York, donc ça pourrait relever le multiple, donc c'est pas mal, et en attendant on a un rendement d'actionnaire qui est énorme, avec 11% de rendement d'actionnaire, donc ça c'est très bien. Ensuite on va regarder Capgemini, on est sur un dossier de croissance qui a des multiples value, hein, donc on est en bas de cycle, évidemment le marché n'aime pas, mais c'est dans ces moments-là qu'on peut attraper des dossiers de qualité à des prix pas très chers, donc Capgemini c'est bien.
Et allez, peut-être Accor, mais en 4e, quoi, en mention honorable. Mais le numéro 1 pour moi, ça serait, si vous êtes un investisseur value, ça serait Total Energy. Si vous êtes dans la croissance, je dirais, allez, Execo, Capgemini, LVMH. J'espère que cette revue du portefeuille action de Charles Gave vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.